Bonjour à vous. Jean-François Sénéchal est là cette semaine avec vous. Comment allez-vous? Bienvenue à votre classe virtuelle, votre enregistrement virtuel aussi. Il y en a plusieurs qui sont en classe synchrone. Bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui écoutent le podcast. J'en ai vu plusieurs là, qui ont téléchargé. C'est le fun avec ces applications-là. Là, on voit pas qui, mais combien de personnes vont télécharger. C'est intéressant. On voit que c'est une formule qui en intéresse quelques-uns. Pour les autres, ben, vous êtes là ici en classe synchrone. Sachez que ces enregistrements-là sont toujours là en podcast pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, vous pouvez le télécharger, l'écouter pendant vos transports en commun. C'est pour ça là, que j'essaie de les faire durer là, entre 35 minutes et 1 heure, là, je dirais, là, dépendant des déplacements. Donc, pour ça, là, ça vous permettra, une fois par semaine, vous plonger dans le bain de l'éthique et du professionnalisme, là, puisqu'à chaque semaine, on se rencontre comme ça. Puis, je vous mets la table, on prend un café ensemble, puis on parle un petit peu du module, de ce que vous devez faire dans chacun des modules. Puis, je vous explique et je vous introduis tranquillement les différents thèmes qui seront abordés dans ce module. Êtes-vous allé dans un karaoké cette semaine? C'est la première question que j'ai posée un peu plus tôt. On n'a pas pris le temps d'y répondre, mais sinon, j'espère que vous allez bien, que ça se passe toujours bien pour vous. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas là la semaine dernière. J'ai failli m'étouffer. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas là la semaine dernière. Je le vois, là, on est plus de 65 maintenant en ligne. 77, oui. 77. On vous salue. Pour les étudiants et étudiantes qui n'étaient pas là la semaine dernière, je me permets quand même de me présenter rapidement. Je ne ferai pas le parcours, là, ça avait duré quasiment 15 minutes la dernière fois. Je me contenterai de vous dire que je suis d'abord une tête de science, donc c'est comme ça. Mes intérêts, là, dans le fond, là, je suis plutôt scientifique. J'ai fait une formation en agriculture, en biotechnologie, clonage, transgénèse. Tiens, ça, c'était les mots clés à l'époque. J'ai dévié vers philo des sciences, éthique des sciences et maintenant éthique et professionnalisme dans l'exercice de la profession en sciences et génie. Donc voilà, c'était aussi court que ça finalement. Fallait juste en dire un peu moins. J'ai plusieurs passions. Entre autres, je suis coach au hockey. Donc vous irez voir sur YouTube. Vous faites Jean-François Sénéchal, hockey, coach. Puis vous allez trouver des vidéos sur moi. Ça va être le fun. Sinon, je me permets de vous remercier pour votre participation déjà là, au premier forum de présentation. Entre autres, il y en a plusieurs qui ont pris le temps de se présenter. C'est le fun. Je sais que c'est un peu redondant, là, surtout pour celui qui les lit comme moi, là, mais en même temps, c'est intéressant de vous connaître, de voir les différents parcours. Pour moi, là, ça me permet de savoir qui sont mes étudiants, d'où viennent-ils au sens intellectuel aussi, là, donc de voir c'est quoi leur parcours. C'est intéressant de voir. Typiquement, là, j'essaie de répondre aux 100 premiers là, qui se présentent sur les forums de discussion. J'aime bien déjà en début d'année, là, entamer une discussion avec mes étudiants, mais une discussion plus personnelle. C'est-à-dire, je vais vous écrire un courriel. Vous êtes parmi les 100 premiers là, pour vous souhaiter la bienvenue plus personnellement à ce cours, puis faire, je me permets même quelques commentaires là, sur sur votre parcours ou sinon vos curieuses passions. Il y en a que c'est curieux. C'est plutôt passionnant. Merci aussi à vous pour votre participation au premier forum de discussion aussi. En lien avec le cas de Karen Duhamel. C'est toujours intéressant de vous lire. Je vois que ça vous touche. Évidemment, là, c'est assez touchant, troublant, je dirais même inquiétant parfois. Je prends le commentaire de Catherine Roberge, tiens, qui est là en ligne aujourd'hui sur les forums de discussion. Elle écrit « Le témoignage de Karen est impressionnant et bouleversant. Avant l'écoute de cette vidéo, j'avais entendu parler de la commission Charbonneau, mais je n'avais pas vu l'autre côté de la médaille, hein, c'est-à-dire toutes les émotions que Karine a vécues en tant que nouvelle employée, en tant qu'employée et nouvelle dans sa profession. Et j'ignorais à quel point on pouvait se sentir seul, ne pas comprendre les actions de ses collègues. Et elle termine en disant « C'est une femme forte. » Oui, en effet, hein, une femme forte, c'est peu dire. Mais il y a une intention pédagogique derrière tout ça. Je sais que quand vous écoutez la vidéo, puis plusieurs des étudiants m'en parlent,
il y a un sentiment d'inquiétude. Il y en a plusieurs qui sont même anxieux, je dirais, de voir, ça peut ressembler à ça, l'exercice de la profession. Je ne suis pas sûr que ça me tente tant que ça. C'est un cas qui est rare, qui est assez extrême, mais je dirais pour vous, en tout cas, mon intention pédagogique derrière, c'est de vous faire ressentir ce manque, hein, le besoin d'outils, le besoin de ressources, le besoin d'aide, le besoin de formation dans mon cas, hein. Donc, tout ça, on va travailler ça dans ce cours de façon à ce que vous vous sentiez mieux outillé justement pour faire face à ce genre de problème. Merci aussi pour les mimes. Il y en a plusieurs là, qui ont découvert ce forum de mimes caché là, dans le bas de mes forums. C'est toujours un des forums les plus populaires. Certains y passent plus de temps que sur le... D'ailleurs, je n'ai pas pris le temps de saluer Valérie. Là. Je l'ai saluée avant l'enregistrement, mais maintenant, je me permets de la saluer. Salut Valérie. Bonjour à tous. Ça va bien? Oui. Donc, merci pour vos mimes. C'est intéressant de voir les liens que vous tissez là, entre le contenu de cours puis la culture mimique là, ou mimétique. Je ne sais pas trop comment la nommer. C'est drôle, c'est un peu troll. Ça fait partie de la culture aussi. Y compris se moquer du cours, du prof. C'est de bonne guerre. Donc, gênez-vous pas. Et je vais partager ça en autant que ça reste... publiable là, dans le cadre d'un cours universitaire. J'ai publié les principaux memes sur Instagram, sur Facebook aussi. Donc, vous irez voir si vous voulez voir le résultat de tout ça. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur le forum du cours pour voir tout ça. Aujourd'hui, module 2. Ça va vite. Vous allez voir, là, si vous prenez un peu de retard dans le cours, ça va aller très vite. Cette semaine, c'est un module qui est à peu près consacré essentiellement, là, je dirais, à l'acquisition des notions de base ou d'un vocabulaire de base. Là, on passe à travers certains termes qu'on utilise, notamment en éthique. Je dirais que c'est votre première aventure là, à jongler avec des termes que vous connaissez peut-être mal aussi, mais on va prendre le temps de se donner un vocabulaire commun, tout ça pour se comprendre. C'est la même chose que dans n'importe quelle science. Si je vous avais donné un cours de biologie, de médecine, de physique, ça prend quelques mots, puis quelques mots associés à des concepts. Puis tranquillement, on est capable de parler un peu plus précisément et profondément des choses. Je dirais la seule différence, j'en parlais avec Valérie. Je vais t'arrêter tout de suite parce qu'il y a quelques personnes qui trouvent qu'ils entendent mal, que le son n'est pas assez fort. Le son n'est pas assez fort. Attendez, je vais essayer de le monter. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. Je disais donc notion et vocabulaire. J'en parlais un peu avec Valérie, justement, cette semaine. Je dirais que la différence entre sciences pures et sciences humaines, il y a souvent ça. C'est-à-dire qu'en sciences pures, et pour en avoir fait, là, en sciences de la nature, on va les nommer comme ça, sciences et génie, il y a souvent des mots, de nouveaux mots, je dirais, là, qui nous permettent de désigner des concepts qui sont, somme toute, pas si compliqués que ça. Là. Donc, ça permet de désigner précisément, mais je dirais que les mots sont nouveaux puis les concepts pas si nouveaux. Alors que je dirais qu'en sciences humaines, souvent, là, on va utiliser des mots très utilisés là, dans le commun tous les jours. Là. Aujourd'hui, on va voir morale, droit, éthique. Donc, c'est des mots qu'on utilise à tous les jours, mais en même temps, dans le cours, on va leur donner un sens un peu plus précis, hein, de façon à approfondir ou à avoir une pensée peut-être un plus précise et raffinée là, pour décrire et parler des thèmes que nous allons aborder. Donc, je dirais que c'est peut-être la petite nuance que je ferai. Donc, aujourd'hui, les thèmes que nous allons aborder dans le module 2, c'est la question du bien et du mal. Je le sais, ça fait un peu gros comme ça, mais c'est quand même, l'éthique, c'est un peu ça. Hein? C'est-à-dire qu'on se pose ces vieilles questions. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que c'est que la bonne décision dans ce genre de contexte et la mauvaise décision? On va se donner des outils, je dirais, pour mieux cerner tout ça, mais c'est pas un thème récent, là, vous l'admettrez.
Mais les questions qu'on peut aborder sont passionnantes. Même si lorsqu'on gratte, on essaie d'identifier la question la plus générale, c'est la question du bien et du mal. Bon, formulé comme ça, c'est un peu ridicule, mais lorsque vous allez voir, là, lorsqu'on va aller dans le détail, ben, les questions en rapport avec le bien et le mal, lorsqu'on les pose par rapport à des applications plus concrètes, vous allez voir que les questions deviennent vite plus pertinentes et stimulantes. Donc, les termes que nous allons voir, morale et éthique, qui sont souvent confusément compris, je dirais que l'origine même étymologique là, est confondante, là, c'est-à-dire que c'est à peu près le même sens, mais aujourd'hui, le sens qu'on va attribuer à morale et éthique est légèrement différent. Et dans le contenu de cours, dans les enregistrements de cours, entre autres, vous apprendrez à distinguer ces deux termes. Donc, trois principaux termes là, que nous allons aborder dans ce module: déontologie, conséquentialisme et éthique de la vertu. Je dirais que c'est les trois grands termes, modes de raisonnement là, que nous allons voir en classe et dans les enregistrements. Trois façons de répondre à la question « Qu'est-ce que le bien ?» Hein? Donc, si je vous pose des questions plus précises, tiens, allons-y concrètement. Là, récemment, c'était les applications de traçage. Là. Vous savez, les applications de traçage géolocalisé là, pour lutter contre la COVID-19. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Voilà, la question, elle est posée. Encore une fois, elle est posée de façon générale, mais vous allez voir que lorsqu'on se met à se poser ce genre de questions-là, et les philosophes qui ont passé avant nous et les penseurs qui sont passés avant nous ont trouvé toutes sortes de façons d'aborder ces questions. Puis, vous allez voir trois grands courants, et les trois grands courants répondraient très différemment à la question que je viens de vous poser à propos de cette application de traçage. Je dirais que pour le conséquentialisme, il y aurait plutôt la question du plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc, c'est bien, ces applications, à la condition que ça fasse le plus grand bien pour le plus grand nombre possible. Tiens, si je le résume là, de façon très grossière, ce courant-là. Le deuxième, déontologique, qui dirait « c'est bien à la condition qu'on respecte nos lois, nos règles, nos normes que nous nous sommes collectivement données, s'assurer du respect de la vie privée, s'assurer de respecter les lois en matière de protection de la vie privée, de la confidentialité. » Donc, c'est un autre mouvement qu'on va désigner sous la forme du déontologisme. Et le dernier, ce serait plutôt de l'ordre de l'éthique de la vertu. Et vous verrez là, que lorsqu'on va le présenter, l'éthique de la vertu, c'est peut-être le plus difficile à saisir. Pas très, c'est peut-être la plus vieille façon d'articuler cette question de la morale. Je dirais que en éthique de la vertu, on dirait plutôt ces applications sont bonnes. En fait, pour savoir si elle est bonne, il faudrait qu'on place un décideur que celui qui prenne la décision incarne ces valeurs que sont la justice, le courage, la prudence, la tempérance. Ça serait quelque chose de cet ordre. Il y aurait sûrement d'autres choses à ajouter, mais vous verrez dans les enregistrements comment on distingue ces trois grands mouvements. On se servira de toutes sortes d'exemples. L'exemple classique là, pour passer à travers ces différents mouvements, c'est l'exemple du tramway. Donc, vous irez voir cet exemple-là dans l'enregistrement de cours. Essentiellement, c'est de poser la question, il y a un tramway qui s'approche d'un croisement là, de rails, de chemin de fer, et vous avez accès à une manette qui vous permettrait de décider, est-ce qu'on laisse aller le tramway tout droit dans la voie 1, et ce faisant, il y aura 5 morts, ou est-ce qu'on se permet de dévier activement le tramway de façon à ce qu'il dévie sur la voie 2, et à ce moment-là, il y a seulement un mort. Donc ça, c'est une expérience classique, une question typiquement que l'on pose aux étudiants pour savoir comment articule-t-il la question du bien et du mal? Comment serait-il capable d'expliquer quelle est la bonne décision pour le tramway ou pour celui qui dirige cette manette-là?
Quels sont les arguments mobilisés? Puis là, ici, on s'arrangerait pour vous montrer, bien, vous voyez, il y a des arguments qui sont plutôt de l'ordre du conséquentialisme, du déontologisme. Mais les exemples que je vais plutôt utiliser dans l'enregistrement de cours, c'est ceux qui sont liés aux automobiles autonomes. Donc, c'est une version, je dirais, plus moderne du problème du tramway. C'est de supposer, et imaginons qu'il y a une automobile autonome, d'autres diraient intelligente. C'est une expérience qui est suggérée par des chercheurs du MIT. Ils nous proposent des scénarios éthiques. Donc, ils nous proposent des scénarios de façon à ce qu'on puisse décider comment on aimerait, comment on souhaiterait que ces automobiles autonomes et intelligentes réagissent face à un dilemme éthique. Le genre de dilemme qu'on nous propose sur le site du MIT, c'est, bon, il y a une voiture. Exemple 1, et il y en aura d'autres dans l'enregistrement de cours. Il y a une automobile autonome, sans conducteur, qui se dirige vers une intersection. Il y a un piéton qui est en train de passer. Il est tout dans son droit de passer à un passage piétonnier. Sa lumière, elle est verte. Donc, il est en train de passer. Et de l'autre côté de la rue, il y a 5 personnes qui ne sont pas en droit de passer dans la rue. Et là, on se demande, est-ce que l'automobile autonome doit dévier de sa course? Donc, doit, aller tout droit et frapper cette personne qui est tout à fait en droit d'être dans la rue, ou 2, dévier, à ce moment-là, frapper 5 personnes. Vous me direz, bien là, ça n'a pas d'allure. Là. Il y a 5 individus dans la rue. Oui, mais ces personnes-là n'avaient pas le droit d'être dans la rue, alors que l'autre est tout à fait en droit. Et là, si on avait la chance de programmer les algorithmes de ces automobiles autonomes, comment souhaiterions-nous qu'elles réagissent, cette voiture autonome-là? Donc, il y a toutes sortes de... Il y en a plusieurs, là, des petits dilemmes comme ça, où on vous demande est-ce qu'on fait dévier ou non la voiture? Est-ce que, sur certains exemples, vous verrez, il y a des personnes âgées. Des fois, il n'y a pas des personnes âgées pour voir est-ce que le fait que la personne soit âgée, est-ce que ça influence votre prise de décision, votre conception du bien? Il y a des animaux, des fois, dans la rue. Est-ce qu'on tient compte des animaux? Est-ce que ces mignons petits chats-là, est-ce qu'on en tient compte dans nos décisions éthiques? Est-ce que ça fait partie de votre conception du bien? Si oui, combien de personnes êtes-vous prêt à sacrifier pour sauver un petit chat? Donc, c'est le genre de questions qu'on vous pose. C'est intéressant. Puis en même temps, ça te permet le site du MIT permet de sortir des statistiques de toutes ces expériences-là. Puis à la fin, bien, ça nous permet de nous regarder un peu pour voir qu'est-ce qui ultimement motive ou justifie nos décisions morales. Est-ce que c'est le nombre d'individus? Est-ce que c'est l'âge des individus? Est-ce que c'est la nature de l'individu, son origine, son espèce, sa couleur? Voilà. Donc, c'est des questions délicates, mais néanmoins des questions qui sont abordées via ce site du MIT. On en parle dans l'enregistrement de cours. Dans l'enregistrement de cours aussi, je me permets d'illustrer ces grands mouvements là, que sont le conséquentialisme, le déontologisme, mais en me servant de vos personnages préférés là, dans les films que vous avez consommés, les films de Marvel, de super-héros, tout ça. Là. Est-ce que, je ne sais pas, mais Tony Stark, est-ce qu'il est plutôt conséquentialisme? Est-ce que le Capitaine America est plutôt déontologiste? Qu'est-ce qui nous permet de distinguer un, l'autre? Quelles sont les décisions de l'un qui témoignent justement d'une pensée plus inspirée du conséquentialisme? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'éthique de la vertu? Donc, tout ça, c'est des termes qui, oui, sont inspirés de la philosophie morale, mais en même temps, on essaie d'appliquer ces termes à des sujets ou de vous donner des exemples que vous connaissez mieux et bien et de façon à faciliter, je dirais, votre apprentissage. Je me sers de l'univers de Marvel, je me sers de l'université de Marvel, drôle de prononciation. Je me sers aussi de l'univers des séries télé, Game of Thrones, tout ça. Là. Le but, c'est de vous rendre tout ça le plus digeste et simple. Et à la fin, discuter de ces termes. Hein, les termes, je les répète, morale, éthique, déontologique ou déontologie, droit, conséquentialisme, vertu.
Et tout ça là, pour essayer de faire du sens en me servant des exemples puisés dans la culture scientifique, technologique. J'ai parlé des automobiles autonomes, culture populaire, culture geek, tout ça pour vous aider, je dirais, à faire un peu de sens. Dernier terme, le terme professionnalisme. Ce sera nos premières réflexions, mais c'est un terme qui va nous suivre et nous poursuivre, sinon nous pourchasser dans ce cours, puisque ce sera notre première réflexion. Qu'est-ce que le professionnalisme? Qu'est-ce qu'une profession? Comment distinguer une profession d'un métier, d'un travail, d'une occupation, d'une job? Est-ce qu'il y a des distinctions à faire? Est-ce que le professionnalisme veut dire quelque chose de différent ici au Québec, d'ailleurs dans le monde? Donc, ce genre de questions-là, nous allons commencer à les poser. Nous allons commencer à réfléchir à ces questions dans ce cours en abordant le terme qui est celui du professionnalisme. À la fin du module 2, vous trouverez des forums où je vous demande de justement appliquer les concepts que nous aurons vus dans ce module, donc déontologisme, conséquentialisme, mais de vous-même trouver vos propres exemples de raisonnement déontologique, de trouver vos propres exemples de raisonnement conséquentialisme. Et là, ici, vous irez puiser dans ce qui vous intéresse, que ce soit la culture populaire geek, j'ai donné des exemples, que ce soit dans des décisions qui sont prises par nos gouvernements en ce moment. Ça, c'est un beau thème en ce moment pour explorer ces termes plutôt. Si on prend la gestion de la crise de la COVID-19, il y a eu plusieurs décisions délicates qui ont été prises. Plusieurs questions où, justement, certains vont affirmer que ce n'était pas la bonne décision, ou au contraire, c'était la bonne décision. Bonne, pas bonne, bien, mal. C'est ce genre de questions-là qu'on peut se permettre d'illustrer avec les termes qu'on va aborder au module 2. Telle décision, est-ce que c'est une décision qui est plus inspirée du conséquentialisme ou telle autre décision, est-ce que c'est pas plus inspiré du courant déontologiste ou déontologique plutôt, ou de l'éthique de la vertu? Pourquoi? Pour quelles raisons? Donc, tranquillement, vous aider à jongler avec ces termes et surtout à les appliquer à des exemples que vous connaissez mieux, à votre expertise plus terrain. Pourquoi pas? Et éventuellement, vous habituer à utiliser ces termes-là pour l'utiliser dans l'exercice de la profession. Qui sait? Pour ce module 2, j'ai prévu la feuille de route. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous verrez, à chaque module, il y a une feuille de route. Cette feuille de route, c'est simple. Vous suivez les étapes. Souvent, j'ai même mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis vous suivez chacune des étapes et si vous suivez chacune de ces étapes, bien, vous devriez être capable d'atteindre les objectifs que j'ai déterminés, que j'ai fixés pour chacun des modules. Par exemple, au module 2, dans votre feuille de route, je vous ai dit « Venez nous rejoindre en classe virtuelle ». Donc, je vois qu'il y en a 72. Il y en a d'autres qui vont écouter qui vont écouter le podcast. Il y en a d'autres qui vont visionner l'enregistrement de cours. L'enregistrement de cours, il y a une différence entre l'enregistrement de cours et l'enregistrement en classe virtuelle. Vous le voyez là. L'enregistrement de cours, typiquement, c'est moi, je donne mon cours. C'est souvent des sessions passées parce que là, c'est plutôt difficile de donner notre cours en classe. Mais l'enregistrement, ce que j'appelle l'enregistrement de cours, c'est moi en classe. Ça dure à peu près 3 heures. Je sais que c'est long, mais il y a des pauses en plus là-dedans. Il y a des grandes parenthèses de prof. Ça fait partie de donner un cours en classe. Pour ceux qui s'ennuient du cours en classe, là, je suis sûr que vous ne vous ennuyez pas des bouts où le professeur fait une trop longue parenthèse. Donc là, vous pouvez écouter les enregistrements puis sauter ces petits bouts-là et passer au cœur du sujet. Donc, feuille de route, on y revient. D'abord, nous rejoindre en classe. Ensuite, visionner l'enregistrement de cours. Pour le module 2, il y a aussi un prédit. Le prédit, vous allez le voir, une espèce de PowerPoint animé, narré, où vous aurez mes explications sur les différentes notions et le vocabulaire qui sont concernés dans le présent module. Je vous demanderai aussi de lire
le chapitre 3 de l'ouvrage de Legault. C'est un chapitre qui est intitulé « Le professionnalisme ». Ensuite, article publié dans Le Devoir. Donc, c'est un cahier spécial là, qui avait été publié il y a quelques années où on parlait, c'était la semaine des professionnels, puis il y avait plusieurs textes qui cernaient différentes professions, qui parlaient de différentes professions ici au Québec. Donc, très intéressant pour vous, non seulement de lire les textes qui sont en rapport avec votre propre profession, mais voir aussi les textes qui sont en lien avec d'autres professions pour voir les différences, mais aussi les similarités. Dernière étape, compléter le questionnaire d'auto-évaluation. Donc, dans chacun des modules, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. Le but, c'est de vous donner un exercice formatif, vous permettre de vous évaluer pour savoir si vous avez atteint les objectifs de chacun des modules. Ici, c'est le module 2. Donc, je dirais que les forums puis les questionnaires, là, c'est un peu le but de l'exercice. C'est des exercices formatifs. Typiquement, les exercices formatifs, ils valent un peu moins de points, mais c'est des points qui sont facilement gagnés. Mais ça vous permet de progresser, hein, de vous auto-évaluer. Pour les forums de discussion, de vous évaluer, mais aussi d'évaluer vos collègues, comment répondent-ils à chacune des questions. Et le but, c'est tranquillement de vous aider à acquérir les notions vues dans le module en question et d'atteindre les objectifs du module. Allez participer, dernière étape de la feuille de route, allez justement participer au forum du module 2. Et si vous faites tout ça, vous aurez atteint les objectifs. Les objectifs du module 2, être capable de distinguer le professionnalisme, tel qu'il est promu ici au Québec, des multiples sens du terme professionnalisme de la vie ordinaire. Donc, je vous l'avais dit là, au début, quand on voit du vocabulaire, le mot professionnel, on l'entend souvent dans les médias, que ce soit dans le hockey professionnel, dans un autobus. L'autobus est conduit par un conducteur professionnel, un professionnel de la photo et un professionnel en sciences et génie. Est-ce que tout ça, ce sont des synonymes? Dans le module en question, vous allez voir qu'il y a des différences. Et un des objectifs, c'est que vous soyez capable de distinguer l'un et l'autre. Hein, le professionnalisme tel qu'on va le définir ici dans ce cours et le professionnalisme tel qu'il est compris, je dirais, dans le sens commun. Deuxième objectif du module 2, définir, distinguer les termes que sont morale, éthique, droit, déontologisme ou déontologie, vertu. Donc, pour vous, à la fin de ce module, ou du moins d'ici la fin du cours, vous devriez être capable de définir et distinguer ces termes. Et enfin, dernier objectif, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique et de distinguer ces deux approches de l'éthique, de la vertu. C'est sûr qu'en ce moment, c'est dense, je vous dis ça, ça se prépare. Mais là, déjà, je vous ai donné quelques petites explications très sommaires, mais en passant à travers l'enregistrement de cours, pour vous, ça devrait être plus facile d'ici la fin du module, sinon la fin du cours, de distinguer ces trois grands mouvements. Évaluation maintenant. Les évaluations de ce cours, je sais que ça vous passionne. Je sais qu'en regardant les statistiques de l'ENA du cours, je vois que c'est quelque chose sur lequel vous cliquez beaucoup pour voir quelles sont les évaluations de ce cours. D'ailleurs, Valérie, au début de l'enregistrement, j'avais demandé sur les forums, est-ce que les étudiants avaient des questions sur les évaluations? Est-ce qu'ils ont posé des questions? Non, j'ai vu aucune question sur les évaluations. Pas de problème. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas de questions. Du moins, vous n'en avez pas posé dans la fenêtre de clavardage. Ça va me permettre de déjà vous donner mes principales instructions concernant les évaluations. Et si vous avez des questions, je les prendrai à la fin de ce cours. Peut-être pas pendant l'enregistrement audio du podcast, mais à la fin de la classe virtuelle. Je vais ouvrir une plage. Si vous avez des questions, j'aurai déjà expliqué les évaluations. S'il vous reste des questions à ce moment-là, vous les poserez à ce moment-là. Les évaluations de ce cours éthique et professionnalisme. D'abord, pour les évaluations, il y aura des évaluations qui seront en équipe. Donc, vous devez former des équipes de 5 à 6 étudiants
Et dans les instructions, vous irez voir, c'est écrit, vous avez jusqu'au 8 septembre, 17 heures, pour former votre équipe de travail. Si vous l'écoutez en ce moment, l'enregistrement, le 8 septembre, c'est aujourd'hui. Donc, vous avez jusqu'à 17 heures pour faire vos équipes de travail. Et si vous ne le faites pas, ben, je vais le faire pour vous. C'est pas grave. Le but, c'était de vous donner un peu de liberté pour constituer vos équipes. Mais je vois qu'il y a encore plein d'étudiants. Ce matin à 10 heures, je comptais encore 39 étudiants orphelins. Hein? Déjà, le terme là, est triste un peu. C'est pas bien grave. Je vais constituer d'autres équipes. Sinon, je vais intégrer quelques orphelins aux équipes déjà constituées. Mais je dirais que d'ici 17h15, l'ensemble des équipes devrait être faites et vous pourrez entamer les TP et notamment le TP1 qui arrivera très vite. Concernant les évaluations, avez-vous vu comment je le dis vite? Les évaluations. Les évaluations, j'aurai quelques mots à dire sur quelques-unes de ces évaluations. La première, donc on en verra 3, je dirais quelques mots sur les forums de discussion et le TP1 principalement. Quelques mots peut-être sur le TP2, mais je dirais que l'ensemble, la grande majorité des explications sur le TP2 viendra un peu plus tard, puisque étant donné que la date butoir est un peu plus loin, là, votre intérêt n'est pas toujours là au début de la session pour le TP2, alors que le TP1, c'est plus urgent. Donc, on va se concentrer un peu sur ces deux évaluations. Forum de discussion. Qu'est-ce que je m'attends dans les forums de discussion de votre part? Donc, c'est une évaluation qui est formative. Donc, c'est un endroit où vous pouvez vous pratiquer. Je vous pose des questions, vous répondez à mes questions. Vous pouvez aussi voir comment vos collègues ont répondu à certaines des questions. Vous pouvez même vous inspirer des contributions de vos collègues pour constituer votre propre participation, mais donner le crédit à la personne qui est passée avant vous. Donc, si vous vous êtes inspiré d'une contribution que vous trouvez extraordinaire, dites-le, puis citez-la. Puis après ça, dites ce que vous en pensez, enrichissez cette contribution. C'est comme ça là, que j'aimerais que ça se passe. Les forums de discussion, donc les objectifs liés derrière ces forums, c'est de vous permettre de vérifier votre compréhension des textes et de la matière. Donc, vous allez écouter des enregistrements de cours, vous allez écouter des capsules audio des fois vous allez lire des textes pour vérifier si vous avez compris quelque chose ou retenu quelque chose. Il y a des forums de discussion, donc je vous pose des questions pour vérifier tout ça. Les forums servent aussi pour vous aider, pas seulement personnellement, mais collectivement à atteindre les objectifs de chaque module. Donc, chaque forum est lié à un module. Dans chaque forum, je pose des questions pour vérifier si vous avez atteint les objectifs de module. Donc, typiquement, personnellement, votre réponse devrait démontrer que vous avez atteint les objectifs du module. Et collectivement, tranquillement, il va y avoir plusieurs contributions. Ultimement, ce que j'aimerais avoir, c'est un résumé de l'ensemble de ces contributions qui serait la réponse parfaite, qui répond pleinement et totalement aux objectifs de chaque module. Donc, je dirais que les premières contributions, elles peuvent être plus maladroites, mais plus on avance dans le forum de discussion, plus je devrais voir un assemblage, vous inspirer des contributions de vos collègues, un dialogue, poser une question, un dialogue précisé. Et à la fin de la discussion, on devrait avoir une réponse qui est plus finie, plus parfaite sans l'être, mais qui serait plus proche des objectifs de chacun des modules. Plus concrètement, vous devez participer 10 fois sur les forums de discussion. Et à chacune de ces contributions, je vais les noter. Donc, typiquement, il y a moi qui va noter. Il y a Valérie aussi qui va noter. Ce qu'on fait, c'est simple. On lit votre contribution et on la note tout de suite. Okay? Ce n'est pas une notification qui est très compliquée. Je dirais qu'on a 3 critères. Sous les attentes, respect des attentes, dépassement des attentes.
hein, et ce faisant, là, votre note va être modulée en conséquence. Donc, pour vous, 10 fois minimum, vos 10 meilleures contributions vous permettra d'aller chercher la note. Les forums de discussion valent 15 points. Les critères que nous allons évaluer, le nombre de vos interventions. Donc, est-ce que vous en avez fait 1, 2, 4, 10, 15? 15 peut-être, 17. Mais là, tout à coup, c'est un peu trop. Je vous en demande 10. Je prends juste les 10 meilleurs. La régularité et la constance de vos interventions. Avez-vous fait vos 10 contributions la veille ou l'avant-veille de la fermeture des forums? Ça arrive, Valérie, hein? Oui. Ça arrive. Qu'il y en a qui s'essayent, bien, essayez-le, mais ça ne vaut pas grand-chose. OK? Et la qualité, évidemment, de vos interventions. Est-ce que c'est une opinion maladroitement écrite, maladroitement articulée, peu documentée, une opinion là, conçue au bout du nez? Ça serait une expression que je vais inventer. Ou au contraire, une opinion, un texte riche, enrichi, documenté, où on s'appuie sur la science, la raison, les faits, s'il vous plaît. C'est plutôt privilégié dans ces forums. Donc, 10 participations notées qui respectent les critères. Pour ceux qui se questionnent plus précisément, c'est quoi le pointage, là? La première contribution, si elle respecte les critères, ça vous donne 2 points. Parce que vous avez brisé la glace, puis vous avez commencé, puis on veut vous faire plaisir. 2 points. Les autres vous donnent 1 point. Donc, si vous faites le calcul, si vous respectez toujours les critères, vous allez avoir 11 sur 15. Donc, c'est ça. Donc, vous le faites bien, vous avez 11 sur 15. Vous le faites tout croche dans la dernière semaine, c'est moins de 11 sur 15. Vous plagiez, vous prenez des bouts de passage que vous trouvez sur Internet, copier-coller, sans guillemets. Non seulement ça va être moins d'11 sur 15, mais il risque d'avoir des conséquences en matière de plagiat. Vous voulez avoir plus de 11 sur 15, bien à ce moment-là, il faut enrichir le forum de discussion. Et pour cela, vous allez nous proposer des textes qui sont inédits, qui sont non cités dans le cours, qui sont complémentaires, qui enrichissent. Vous donner des exemples concrets, pratiques, qui ciblent votre profession, sinon d'autres professions. Vous résumez les propos de vos collègues, vous les illustrez à l'aide de schémas, d'images, vous proposez une vidéo qui est tout à fait pertinente pour les sujets qui ont été en regard des sujets qui ont été abordés. Vous aidez vos collègues à constituer une réponse qui serait, je vois des collègues qui vont résumer après plusieurs lectures. Là, il y a eu 20, 40, 50 contributions. On ne veut pas tout lire ça. Hein, vous ne voulez pas lire 50 contributions. Et heureusement pour vous, il y en a un qui a fait un résumé. Il a pris les 20 plus pertinents, puis il a fait un résumé. Puis là, ça devient une contribution qui est tout à fait enrichissante et exceptionnelle. Puis ça, tranquillement, ce genre de contribution-là vous permettra d'atteindre plus que ce 11 sur 15. Bon, c'est ce que je dirais sur ces forums. Cela dit, c'est épuisant tout ça. Vous allez le voir, le forum n'est pas nécessairement l'outil qui est le mieux adapté à une classe de 200. Vous vous en rendrez vitement compte. Hein, c'est un drôle, ils appellent ça un forum de discussion, mais la seule façon de classer, c'est en ordre chronologique, alors que la plupart des forums de discussion, vous allez sur, je ne sais pas, Reddit, qui est peut-être le plus populaire, mais au moins ceux qui sont les plus pertinents, les plus drôles, les mieux notés, ils se retrouvent en haut. Puis, c'est ça, il y a au moins un classement qui se fait dans cet ordre. Alors que pour les forums, c'est en ordre chronologique. Souvent, j'essaie de laisser quelques commentaires là, pour vous aider à savoir quelles sont les contributions qui méritent peut-être d'être davantage lues. Intéressant. Des fois, je mets des petites gommettes. Là, je pense qu'il y a des étoiles. Puis, donc, tout ça pour vous aider à vous y retrouver. Mais j'admets, ce n'est pas simple. Donc, d'où l'importance d'avoir des contributions de vos collègues qui vous aident à faire un peu de sens de cette discussion-là qui peut vite là, devenir ennuyante. Là. Je me mets à la place de l'étudiant
numéro 197 là, qui arrive dans le forum, puis là, tu as 196 contributions en ordre chronologique. Ce n'est pas l'outil le mieux adapté pour lui, d'où l'importance de lui laisser quelques signes dans le forum de discussion pour qu'il puisse cibler les contributions qui sont peut-être pour lui les plus pertinentes. Donc voilà, c'est épuisant, c'est un outil qui est peut-être mal adapté, mais c'est un outil qui est intéressant, entre autres, pour vous. Vous pratiquez à répondre à mes questions, puisque mes questions ciblent les objectifs du cours. Vous apprendre à écrire, vous apprendre à formuler vous-même vos propres réponses, parce qu'éventuellement, je vous poserai des questions d'examen qui peuvent ressembler à ce genre de questions. Donc, pour vous, c'est une façon de vous pratiquer. Puis pour les forums de discussion, bien, vivement, là, un ENA 2.0 qui permettra de résoudre le problème des forums de discussion, parce que pour l'instant, ce n'est pas l'outil le mieux adapté. Salutations à mes collègues des TI ici à l'Université Laval qui sont surchargés, notamment depuis le début de la COVID. 2 TP dans ce cours aussi, outre les forums de discussion, des TP, des travaux pratiques. Il y en a 2. Il y a un petit et un gros. Les 2 sont liés. Le premier, je dirais que c'est le plus simple. Je vous demande d'écrire un problème éthique que vous-même, vous allez résoudre dans le deuxième travail qui s'appelle le TP2. Donc, le premier TP, c'est écrire un problème éthique que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de votre profession. C'est simple. Le plus compliqué, c'est le TP2. Il arrivera un peu plus tard et je vous donnerai les instructions en temps et lieu. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le TP1. Le TP1, encore une fois, c'est vos équipes de 5-6 personnes. Je vous rappelle qu'il y a une partie de la note du TP2 qui est liée à votre contribution aux travaux d'équipe. Donc, si vous êtes 5 à 6, puis que pendant toute la session, il y en a un qui ne fait rien, bien, à la fin de la session, il n'y aura pas la même note. Vous pouvez lui donner 0 sur 5 si vous en jugez. Si vous jugez que ce travail ne mérite pas grand-chose. Vous pouvez même lui donner 0 sur l'ensemble du travail, mais ça mérite, ça nécessitera de votre côté plus de travail. Si vous voyez, là, déjà au début de la session, là, un étudiant qui ne fait rien, qui ne participe à rien, donc écrivez-moi en CC, écrivez-lui et écrivez-moi en CC, de façon à ce que tout de suite, là, on mette les choses en ordre, s'assurer que les travaux soient faits et que chacun des membres participe significativement à la constitution, la création des travaux. Donc, une équipe, c'est 5 à 6 personnes. Chaque membre de l'équipe doit contribuer significativement. Il y a un 5 points qui vous est réservé pour juger les plus et moins méritants. Pour rédiger vos travaux, je vous demande d'utiliser l'outil Google Docs. Donc, ce n'est pas Google Drive, c'est Google Docs. Essentiellement, c'est un outil, c'est une espèce, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, c'est comme Word, mais par Google. Puis en même temps, ça permet à tous les étudiants de travailler sur un même document, en même temps, des fois. En plus, ça laisse des traces, de savoir qui a contribué, qui a fait quoi. Ça vous permet d'avoir toujours une copie qui est enregistrée sur le cloud. Donc, Google Docs, c'est l'outil que je privilégie. Il n'est pas parfait, mais il est gratuit, il est fonctionnel, il fait bien le boulot. Moi, ça me permet de suivre comment vous avancez dans vos travaux. Plus tard, on y reviendra. Ça me permet moi aussi de corriger, sinon de commenter vos travaux au fur et à mesure qu'ils avancent. Ça, je vais me permettre de le dire tout de suite. Pour les travaux, ce serait important de nous inviter, de nous intégrer, Valérie et moi, à vos Google Docs, à vos documents partagés. Tout ça, le but, c'est qu'on soit là dès le départ, dès le début de vos travaux pour vous aider à progresser dans vos travaux, à améliorer vos travaux et ultimement à avoir une meilleure note. Évidemment, vous pouvez attendre à la toute fin de la session. On ne vous a pas vu de la session ou très peu. Puis là, le travail nous arrive, puis on doit le juger. OK, on jugera la qualité de votre travail, mais en même temps, cours universitaire, ce n'est pas seulement juger ce que vous êtes capable de faire, mais vous aider aussi à améliorer ce que vous pouvez produire. Donc, c'est ça.
ça vous intéresse, bien, faites-nous signe, intégrez-nous rapidement. Demandez-nous des commentaires au besoin. Et ce n'est pas une promesse non plus, là, mais nous allons tenter. Du moins, on se réserve du temps pour ça, pour vous aider à faire progresser vos travaux. Si vous les faites progressivement, au fur et à mesure que la session avance, nous tenterons de notre côté de vous aider. Si vous attendez, encore une fois, la veille ou l'avant-veille, ça sera plus difficile de vous aider dans un si court délai. Donc, dès maintenant, dans votre équipe, dans vos travaux d'équipe, prenez le temps de nous intégrer, Valérie et moi. Je vois qu'il y en a plusieurs aussi qui se servent de Teams. Teams, c'est intéressant, c'est un nouvel outil. C'est pas un nouvel outil, mais je dirais qu'il a gagné en popularité là, depuis le confinement. Intégrez-nous aussi à vos équipes Teams, mais prenez le soin, à toutes les fois que vous partagez un document avec Valérie et moi, prenez le temps de bien l'identifier. Pour vous, bien l'identifier, des fois, c'est de l'appeler éthique et professionnalisme. Mais pour Valérie et moi, on a 40 travaux qui sont intitulés éthique et professionnalisme. Donc, c'est dur de savoir là, à quelle équipe on s'adresse. Donc, je vous suggère là, le nom pour chaque document, là, de les nommer à peu près de la même façon. Votre numéro d'équipe, le titre du cours, peut-être FI 39.0, c'est 39.00, c'est un peu moins long. La session aussi, automne 2020, pour qu'on sache un peu, parce que des fois, il y a des travaux, des autres sessions. Moi, quand je fais mes recherches, là, il y a tellement de travaux qui sont partagés avec moi qu'il y a même des étudiants qui servent de travaux anciens pour commenter ou rester en lien. Puis tout à coup, ça pop dans ma boîte courriel. Donc, nommez-les précisément, puis ça évitera toutes sortes de confusion. Et évidemment, pensez à intégrer Valérie à tout ça. Concernant le statut, l'allocation du crédit d'auteur, là, le plagiat, puis tout ça, soyez prudents. OK? Ces travaux-là, j'ai des copies des travaux passés. Si vous puisez du contenu sur Internet, ça se voit souvent. Donc, le but, ce n'est pas de vous dire réinventer le savoir là, de votre salon. Là. À partir de votre salon, réinventer le savoir. Non, vous pouvez puiser dans le savoir, vous pouvez puiser dans d'autres travaux, vous pouvez puiser dans d'autres textes. L'important, c'est de les citer, de reconnaître la contribution de ceux et celles qui ont passé avant vous. Parce que, comme le disait l'autre, ça va plus vite lorsqu'on grimpe sur les épaules des géants. Donc, donnez la reconnaissance aux géants qui ont passé avant vous. Et ces géants peuvent même être des anciens étudiants. Donc, si vous vous inspirez de travaux d'autres étudiants ou de réflexions d'un autre étudiant, ça a déjà arrivé dans le passé, nommez-les. Donnez-leur le crédit qu'ils méritent. Donc, c'est une remarque. Je vous le dis à l'avance, je vérifie le plagiat. J'ai des outils, moi aussi, pour vérifier s'il n'y a pas eu du plagiat. Et je vous le dis pas parce que je veux vous pincer, pas parce que je veux prendre des coupables. Je vous le dis surtout pour vous décourager de le faire. C'est l'objectif. Je vous le dis, faites-le pas. Puis je vous surveille. Puis je suis méchant. Puis je dis tout ça pour éviter que vous le fassiez parce que ni vous ni moi veut se retrouver avec un cas de plagiat. Je n'ai eu dans d'autres sessions. Puis il n'y a personne qui a de fun lorsqu'on traverse ce genre de processus. Donc, vous avez 2 travaux au total, le TP1 et les TP2. Ils sont liés logiquement. Le TP1, vous devez me concevoir un problème. Un dilemme devant lequel que vous pourriez éventuellement rencontrer dans l'exercice de votre profession. Et le TP2, vous devez résoudre ce problème. Alors, vous allez le voir dans les instructions. Pour le TP1, je vous dis, votre patron, le monsieur ingénieur, vous convoque à son... Ça, c'est mon pire jeu de mots au monde, mais votre patron vous convoque à son bureau. Il a un problème important et il vous demande de le résoudre. Donc, ça, c'est le contexte général. Le but, c'est de faire comme si vous y étiez vraiment, de vous plonger face à un problème que vous pourriez vraiment rencontrer. Le TP1, le formuler, ce problème, et le TP2, résoudre ce problème. Donc, en gros, pour le TP1, on vous laisse quelques semaines pour le rédiger et pour trouver votre problème que vous allez résoudre. Et le TP2, plusieurs semaines pour vous permettre de résoudre ce problème. Dans le TP2,
vous aurez à passer à travers une grille. Ah, tiens, peut-être les critères de correction pour le TP1, puisque ça arrivera bientôt, la date butoir. Pour le TP1, je vous dis, trouvez-moi un vrai problème que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de la profession. Donc, mes critères, il y a d'abord le critère de plausibilité. Est-ce que c'est possible que vous rencontriez ce problème dans l'exercice de la profession? Autrement dit, est-ce qu'il est fréquent? Est-ce que c'est... Plongez-vous là, dans 5 ans, là, à quoi ça va ressembler l'exercice de votre profession? C'est quoi les problèmes que vous allez rencontrer fréquemment, souvent? Il y en aura des problèmes éthiques là, qui seront fréquents. Trouvez-les. Hein? Plausibles. Si vous m'arrivez avec un problème abracadabrant, trop compliqué, intellectuellement stimulant, mais trop rare, mais vous allez perdre des points pour la plausibilité. Parce que le but, c'est de vous placer face à un problème que vous allez fréquemment rencontrer dans l'exercice et très certainement rencontrer dans l'exercice de votre profession. Deuxième critère, réalisme. S'assurer que ça reflète l'exercice de la profession, des vrais noms de compagnie. Pourquoi des vrais noms de compagnie? Et une vraie ville, parce que ça va vous permettre de trouver des vraies normes. Ça va vous permettre de trouver des vrais énoncés ou politiques administratives ou des politiques, des énoncés de valeurs éthiques ou même des codes de déontologie propres à certaines compagnies. En tout ça, là, ça vous permettra de documenter éventuellement le TP2. Donc, le réalisme, je mets les points là, mais l'objectif, c'est de m'assurer que vous puissiez documenter votre TP2. Et si votre TP1 manque de réalisme, vous allez avoir de la difficulté à passer au TP2. Urgence. Donc, l'énoncé doit, quand vous allez formuler votre TP1, vous devez mentionner un délai parce qu'en éthique appliquée, il y a toujours un délai. Hein. On n'essaie pas de prendre la meilleure décision au monde parce qu'on a l'éternité pour y réfléchir. On essaie de prendre la meilleure décision possible en respectant les contraintes qui nous sont données. Tiens, si on revient avec l'exemple de la COVID-19, là, les décisions sont peut-être maladroites, certaines, mais elles ont été prises dans des délais extrêmement courts, avec un manque extrême d'informations. C'est sûr que ce serait tentant aujourd'hui de dire, mon Dieu, c'est quoi ces décisions-là? Ça se peut-tu? Aujourd'hui, on le sait, comment il se répand le virus? Puis, non, les décisions éthiques, c'est essayer de prendre la meilleure décision possible dans le temps qui nous est imposé, dans le délai qui nous est imposé, et avoir un critère d'urgence pour votre énoncé du TP1, ce sera aussi noté. Quatrième, originalité. Est-ce que votre problème, c'est toujours le même problème choisi par les étudiants? Parce qu'il y a des problèmes que les étudiants aiment bien cibler parce qu'ils sont simples, parce qu'ils l'ont trouvé sur Internet. Puis là, ils nous font une version plus ou moins originale. Ou au contraire, vous êtes forcé, vous avez consulté des collègues qui exercent déjà la profession, puis vous êtes forcé pour trouver des vrais problèmes rencontrés par vos futurs collègues. Donc ça, c'est le critère d'originalité. Équilibre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous assurez que votre dilemme est bien dosé. C'est-à-dire qu'un vrai dilemme, c'est lorsqu'on hésite entre deux biens. Hein? À droite, c'est bien. À gauche, c'est bien. Si dans votre énoncé, on voit clairement que ça s'enligne dans une direction, votre dilemme manque d'équilibre. Et à ce moment-là, vous allez perdre un peu de points ici. Et le dernier critère, c'est le français. Donc, le français, le seul endroit où est évalué le français ici, c'est dans les travaux pratiques. Donc, prenez grand soin de votre français, faites-le réviser, allez vous chercher des ressources au besoin, parce que dans ces travaux-là, pour le TP1, habituellement, c'est assez bien réussi. Là, c'est quelques paragraphes, mais le TP2, 10 pages de français mal écrit, là, ça nuit. Ça nuit à votre note, ça nuit à la compréhension de vos propos et de vos arguments. Donc, soignez bien tout cela. Pour le TP2, les critères, je vous les annoncerai ou je les expliquerai plus tard au cours de la session, puisque le TP2, le délai arrivera un peu plus tard, ça vous intéresse plus ou moins en ce moment, je suis convaincu. Je me permets simplement de vous dire que le TP2, c'est la résolution de votre TP1. Vous m'aurez proposé un problème concret, réaliste. Le TP2, vous allez me résoudre ce problème-là. Et pour le résoudre, il y a deux grandes étapes.
La première étape, c'est passer à travers une grille d'analyse. Donc, une grille, c'est celle que Legault, l'ouvrage en question dans le cours, là, il vous propose une grille d'analyse. Ben, vous devrez vous servir de cette grille pour analyser votre problème. Donc, ça, c'est quand même assez imposant, je dirais, comme tâche. Là. Ça prend calculer peut-être 4-5 heures déjà là, à votre agenda. Et finalement, rédiger un rapport décisionnel. Donc, une fois que vous aurez analysé à l'aide de la grille, vous devrez rédiger un rapport dans lequel vous m'expliquerez quelle est la décision que vous avez prise. À la lumière de votre analyse, quelle est la meilleure décision à prendre? Quels sont vos arguments? Comment allez-vous mettre en œuvre cette décision-là? Quelles sont vos recommandations? Donc, tout ça, ça arrivera plus tard dans le rapport décisionnel. Et le TP2, c'est tout ça, l'analyse et le rapport décisionnel. Et tout ça vaudra 25 points. Donc, quand je vous disais que c'est beaucoup de points, c'est lourd, c'est peut-être le document le plus important que vous allez produire dans ce cours. Mais encore une fois, nous y reviendrons un peu plus tard. Contentons-nous de dire qu'il y aura 5 évaluations dans ce cours. Les questionnaires. Donc, chaque module, il y a un questionnaire qui vous permet de vous auto-évaluer individuellement. Ça vaut 10 points. Autre évaluation, les forums de discussion. Ça vaut 15 points. Ça vous permet de penser, écrire en groupe, vous pratiquez à atteindre les objectifs de module. J'allais éternuer, mais pour Valérie, je me suis retenu. Quand même à 2 mètres, mais il ne faut pas exagérer. OK. Troisième évaluation, TP1. Rédaction d'un problème éthique. Appliqué, concret, réaliste. C'est ce que je viens de vous expliquer. TP2, donc le TP1 vaut 5 points. TP2 est résolution du problème, rédaction d'un rapport décisionnel. Tout ça, ça vaut 25 points. Et dans ce 25 points-là, il y a un 5 points d'auto-évaluation intra-équipe. C'est là où vous pouvez vous permettre de sévir contre celui qui n'a rien fait et donner les points aux plus méritants, aux leaders de votre équipe. Et à la fin, examen individuel, 45 points. Et là, vous vous dites, mais 45 points, c'est beaucoup de points. C'est beaucoup de risques. Pour une seule évaluation, ça peut stimuler un peu d'anxiété pour vous. Je vous rassure, si vous avez fait chaque module, si vous avez fait chacun des exercices qui vous ont été proposés, vous avez toutes sortes d'outils pour vous auto-évaluer, pour vérifier si vous avez vous-même atteint les objectifs. Puis l'examen, il est simple. Je prends à peu près un objectif par module, puis je pose une question pour vérifier si vous avez atteint cet objectif-là. Il n'y aura pas de surprise. Ce ne sera pas une question. C'est un cours d'éthique, fait que je vais vous poser la question le bien ou le mal, qu'est-ce que vous en pensez? 10 pages, c'est pas comme ça. Ça ne ressemblera pas à ça. Les objectifs sont clairs, annoncés, mesurables, puis ils seront mesurés à la fin de ce cours dans l'examen individuel. Pour cette session, l'examen se fera à distance. J'en dirai plus long à la fin de ce cours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir... merci à Valérie. Merci à vous. De m'avoir accompagné aujourd'hui. On va rester en ligne, Valérie et moi, là, pour répondre à vos questions. Sinon, pour ceux qui écoutent le podcast, ce sera tout pour vous cette semaine. Donc, bonne semaine à tous. Soyez prudents. Aplatissez-moi cette petite vaguette là, qui commence à Québec. Continuez de travailler fort. Vous êtes capables. Puis on se voit ici même, mardi prochain, 12h30, la semaine prochaine. Bye bye.